Europe 1, Écosystème. Emmanuel Dutheil. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Carole, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver encore en ce dimanche soir pour Écosystème. Ce soir, je vous emmène à l'hôtel. Notre invité, le patron de la chaîne B&B, c'est l'un des plus gros acteurs en France de l'hôtellerie économique. Tiens, justement, comment se porte ce secteur? Comment repenser l'hôtellerie économique s'il fallait la repenser? Comment donner envie aux clients d'aller plutôt chez l'un ou chez l'autre? Les liens avec les plateformes internet, on va voir tout cela dès le début de cet écosystème. Alors, que ce soit à l'hôtel ou à la maison, c'est parfois compliqué de trouver le sommeil. Eh bien, on a la solution pour vous, ça s'appelle Rythme, c'est un bandeau intelligent qui améliore le repos. On verra tout cela également à la fin de cet écosystème. Comme chaque dimanche, vous pouvez commenter cette émission sur Twitter avec le hashtag E1Eco. Et nous, on ouvre tout de suite le numéro 103 d'Écosystème. Écosystème sur Europe 1. Bonsoir Fabrice Collet. Bonsoir Emmanuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le patron de la chaîne d'hôtels B&B. C'est 450 hôtels dans le monde, 270 en France. On en trouve aussi beaucoup en Allemagne, en Espagne, en Italie, mais aussi depuis peu au Brésil. Tout a débuté il y a 28 ans à Brest, en Bretagne. On va prendre du temps ce soir dans cet écosystème pour en savoir plus. Mais avant toute chose, on fait notre traditionnel tour sur la planète éco. Et comme chaque semaine, on commence donc par votre choix de la semaine, Emmanuel. Eh bien, mon choix de la semaine, c'est cette polémique autour des pensions de réversion. C'est-à-dire, rappelons-le, une part de la pension versée aux conjoints décédés. Ces retraités-là, qui sont en majorité des femmes, vont continuer à toucher le même niveau de pension. Ce dont il est question, c'est ce qui va se passer pour les futurs retraités qui se retrouveraient dans la situation de toucher une pension de réversion une fois que la réforme des retraites serait mise en œuvre. Et là, si on suit la logique poursuivie par le gouvernement, l'idée, c'est d'harmoniser les régimes. Il existe aujourd'hui 13 systèmes de réversion différents. L'objectif, c'est donc de rendre le système plus efficace et plus juste. Christophe Castaner, secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, a tenté de rassurer après avoir lui-même allumé une partie de cette polémique. C'était jeudi soir sur Europe 1 avec Laurent Bazin. Le principe pour tous les retraités d'aujourd'hui et le principe de la retraite n'est pas remis en cause, et celui sur lequel vous m'interrogez, celui des pensions de réversion, n'est pas remis en cause non plus. Le chiffre du jour. $2200, c'est ce que coûterait en plus une Harley-Davidson vendue en Europe et produite aux États-Unis. C'est le résultat de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Petit rappel de l'histoire peut-être, Donald Trump a imposé des taxes sur l'acier et l'aluminium exportés aux États-Unis. Comme mesure de rétorsion, les Européens, notamment, ont imposé une nouvelle taxe sur de nombreux produits américains. Ça va des jeans Levi's à donc ces fameuses Harley-Davidson. Pour contourner cette taxe, Harley a décidé de délocaliser une partie de sa production hors des États-Unis, ce qui a ulcéré Donald Trump. Nous n'oublierons pas vos clients non plus, a lancé notamment le président américain. La petite histoire qui n'a pas fait la une. Eh bien, c'est Amazon qui devient pharmacien. Il a annoncé en fin de semaine avoir racheté une très grosse pharmacie américaine en ligne. Le site s'appelle PillPack. Le secteur en est encore assez balbutiement, mais il est extrêmement prometteur. Comme partout, avec le vieillissement de la population, on sait que ça va être de plus en plus utilisé. Ce nouveau marché pour Amazon inquiète les concurrents. Il suffisait de voir quelques heures après cette annonce l'effondrement en bourse des valeurs du secteur, comme le géant Walgreens. Si vous êtes allé, Carole, aux États-Unis, vous avez vu ces petites enseignes qui font en même temps pharmacie et petits supermarchés. En France, Amazon ne peut pas faire pareil. Le secteur est extrêmement réglementé. Chez nous, les pharmacies en ligne ne vendent que de la parapharmacie et des médicaments sans ordonnance. Et enfin, le coup d'œil à avoir sur la semaine prochaine. Eh bien, c'est la course à la présidence du MEDEF qui entre, enfin dans sa dernière ligne droite. C'est après-demain que l'on connaîtra le successeur de Pierre Gattaz. Deux hommes s'affrontent. Alexandre Sobo, notamment ancien patron de la métallurgie, et Geoffroy Roux de Bézieux, qui est lui, notamment ancien président de l'Unédic. En tout cas, tous les deux briguent le poste et le résultat est très incertain. Le vote est prévu mardi. Quel que soit le gagnant, il aura fort à faire. Les sujets en discussion sont très nombreux. L'un des premiers sera la mise en place, par exemple, des bonus-malus pour les contrats courts, un dispositif qui irrite au plus haut point le MEDEF. Voilà pour notre tour sur la planète éco. Et d'ici 20 minutes, on sera avec Hugo Mercier. Il est à la tête de Rythme, une start-up qui entend résoudre les problèmes de sommeil. Mais tout de suite, Fabrice Collet, le patron de la chaîne d'hôtels B&B. Rebonsoir Fabrice Collet, un grand merci donc d'être avec nous ce soir. La grève à la SNCF est finie ou presque. De nouvelles perturbations sont prévues, notamment le week-end prochain. Une grève qui a un coût, comme nous le rappelait vendredi matin sur Europe 1, Aurélien Fleureau du service économie et social.
Principal secteur impacté, le tourisme et en particulier les hôtels de province. L'Union des métiers de l'hôtellerie estime à 200 millions d'euros le manque à gagner en 3 mois. Le tourisme d'affaires a lui aussi particulièrement été impacté avec le report de séminaires, tout comme l'événementiel avec des salons moins fréquentés que d'habitude. Alors, je vous propose aussi, juste avant d'avoir votre réponse, d'écouter Pierre Courtois de Vissos. Vous le connaissez peut-être, il est à la tête d'un petit groupe hôtelier qui s'appelle Altica. Il a 10 hôtels, un peu plus de 500 chambres dans le sud-ouest. Il était invité fin mai de Patrick Cohen. Il venait d'adresser une facture de 52 816 € et 61 centimes, très précisément, au patron de la SNCF pour se plaindre du manque à gagner. Nous avons souhaité adresser cette facture au président de la SNCF parce qu'il nous semblait tout à fait normal, après ce ralentissement économique donc constaté par mon groupe sur le mois d'avril, d'adresser effectivement la facture au président de la SNCF. Alors, est-ce que vous avez eu envie, vous aussi, d'écrire à Guillaume Pépi? Autrement dit, est-ce que vous avez vu un impact des grèves dans votre activité? Eh bien non. Comment vous l'expliquez? Étonnamment, je crois qu'on parle, nous, à une clientèle qu'on appelle chez BNB le CAC 300 000, les 300 000 PME qui font la force et la puissance de l'économie française. Et ces sociétés, elles ont continué à travailler. Des gens ont continué à se déplacer, ils ont continué à visiter leurs clients et à dormir dans nos hôtels. Ils ont sûrement dû faire des efforts pour s'adapter aux contraintes de la grève. On a, à la limite, vu quelques effets dans des destinations très typées TGV. Je pense à des villes comme Lyon et Bordeaux. Mais ça reste assez marginal. Et pour nous, le printemps a été une période de forte activité, très soutenue et en fort croissance. Plus que ce que vous aviez imaginé pour vous, vous pourriez dire qu'aujourd'hui la vie est belle et tout va bien? Tout va bien, la vie est belle et c'était au-delà de nos attentes, effectivement. Comment vous l'expliquez? L'économie qui va bien. Aujourd'hui, les gens, l'activité économique repart. On voit une activité assez forte à plein d'endroits. Enfin, il y a une puissance de l'activité qui est notoire. Ensuite, je crois qu'on répond bien à ce besoin. On apporte à nos clients des hôtels qui sont simples, économiques, avec un produit qui est dessiné pour leurs besoins, qui est innovant. On a investi beaucoup ces dernières années dans nos produits. On a lancé il y a 18 mois un programme de rénovation de nos hôtels français. On a rénové déjà 150 hôtels en quelques mois. On a dépensé en tout dans la rénovation de nos hôtels 150 millions d'euros. Ça se voit dans nos hôtels, ça se voit dans le sourire de nos hôteliers, et ça se voit, nos clients le voient aussi et viennent et reviennent toujours plus chez nous. Alors comme je disais, vous êtes une des stars de l'hôtellerie économique. Vos grands concurrents, c'est Ibis, Campanile du côté des chaînes. On pourrait dire aussi Kyriade, Première Classe et tous ces groupes-là. L'autre gros pan du côté des concurrents, c'est ces petits hôtels indépendants qu'on voit un petit peu partout dans les villes françaises. La clé, c'est quoi dans l'hôtellerie économique? C'est le prix. Une nuit en moyenne, je crois, chez vous coûte 53 €, c'est ça? Une nuit chez nous, c'est un peu plus de 50 €, effectivement. Le prix est un sujet extrêmement important. Comme tous les hôteliers de la planète, on essaie d'offrir un juste prix, puis parfois on essaie aussi d'augmenter nos prix. Et quand on se trompe d'1 €, on peut voir... Ça se joue à l'euro près. Ça se joue à l'euro près. Nos clients nous le font savoir. Et ils nous le font savoir en allant dormir ailleurs. Donc le prix, il doit être extrêmement pertinent. Mais c'est pas que ça. On doit aussi apporter un service qui est de manière constante et homogène, de grande qualité. On doit répondre sans faute à un besoin. Tout le monde est prêt à payer un peu moins cher pour une nuit d'hôtel. Personne n'est prêt à avoir une mauvaise surprise, à passer une mauvaise nuit. Donc nous, notre promesse, c'est pour un prix serré d'offrir une literie sur laquelle on ne fait pas de compromis, une climatisation, en ce moment c'est important, qui dépote, une insonorisation elle aussi sans compromis, une salle de bain réelle, un Wi-Fi extrêmement puissant qui permet de regarder des vidéos, de travailler, d'évoluer sur le web sans difficulté, des petits déjeuners de grande qualité, et puis tout ça avec en plus de ça une touche d'hospitalité, c'est-à-dire du design, de l'accueil, du sourire. C'est un métier qui fait de petits détails comme ça. C'est vraiment d'être bon sur ce qui est indispensable. En revanche, vous avez chez vous gommé tout ce qui, de votre point de vue, n'est pas utile. Par exemple, il n'y a pas de restaurant dans les hôtels B&B. Absolument. C'est-à-dire qu'on a réfléchi à un besoin très précis, qui est le besoin d'un voyageur qui va s'arrêter dans un hôtel pour une nuit, pour passer une bonne nuit dans un court séjour. Donc ça peut être un séjour professionnel, très souvent. C'est aussi des familles qui se déplacent pour aller quelque part en vacances, visiter la grand-mère ou d'autres choses. Mais ce besoin, c'est un besoin qui va être très, très normé, et on a
défini notre produit pour répondre exactement à ce besoin. Ce qui est souvent le cas de l'hôtellerie économique. Vous êtes rarement, vous et vos concurrents, un lieu de destination. Vous êtes clairement quelque chose de passage. Je crois que par exemple chez vous, la durée moyenne c'est quoi? Un tout petit peu. 1 virgule de nuit. C'est ça, donc véritablement on reste peu longtemps. Et on ne vient pas habituellement chez B&B pour en faire sa destination finale. On s'y arrête en chemin pour quelque part. Donc on a un besoin qui est très précis et ce besoin on l'a épuré. Donc on apporte à nos clients, par exemple, on ne vous trouverait pas chez nous de room service, de salle de gym, de piscine, de spa, de restaurant. En revanche, on a des solutions de restauration. On a des deals avec l'hôtel, avec le restaurant qui est situé en face de la rue, avec un prix spécifié, un prix préférentiel pour nos clients. On a maintenant dans des hôtels des bornes sur lesquels on peut commander de la restauration qui vont se faire livrer dans l'hôtel. Donc on répond aux besoins. Mais et ça marche? Vous avez l'impression que vous n'avez pas besoin d'un système de restauration sur place, mais il faut quand même proposer une alternative parce que ça pourrait sinon dire aux gens bah non, chez eux c'est vraiment pas pratique, faut faire 4 km pour aller manger. On peut pas laisser les gens, les voyageurs, le ventre vide. Ça, ce serait absolument scandaleux. Donc, on doit leur apporter une solution et on l'apporte et on l'a toujours. Ça peut être des food trucks sur le parking de l'hôtel. Ça peut être, on a toutes sortes de solutions. C'est au cas par cas, mais on la trouve. En revanche, nos clients nous sont reconnaissants de ne pas leur faire payer 70 ou 80 euros parce que l'hôtel comprend un restaurant. Vous disiez tout à l'heure, ça peut jouer à l'euro près. Si on est 1 euro plus cher que la zone de chalandise, que les concurrents, on perd nos clients. Mais comment on sait que le voisin, il est 1 euro moins cher que nous? On scrute dans chaque ville, chaque jour, le prix des chambres du petit copain? On fait comme nos clients. Que font nos clients quand ils vont quelque part? Ils regardent sur Internet, sur la zone, sur différents sites spécialisés, quelle est l'offre hôtelière, à quel prix elle est. Et ben nous aussi on fait ça. Alors on le fait avec des logiciels qui vont directement aller puiser l'information sur Internet et on s'ajuste. Donc chaque matin, vous envoyez à chacun de vos patrons d'hôtel, attention, Libye, sous le campanile à côté, il fait une offre promo, on est en train de régresser. C'est si poussé que cela? C'est un peu plus subtil que ça parce que ça dépend beaucoup des endroits. C'est-à-dire que dans les, pour être un peu grossier, dans les villes de province, le marché a tendance à fixer un prix qui varie une fois tous les 3 mois, avec bien sûr des prix qui dépendent du week-end, de la semaine, des événements, mais on est sur des grilles tarifaires qui sont relativement stables. Donc là, l'ajustement, il se fait lui aussi de manière assez stable tous les 3 mois. Dans les grandes métropoles comme Paris ou en Europe du Sud, là, c'est un ajustement constant. Et on peut avoir des prix qui changent plusieurs fois dans la semaine. Je crois que votre taux de remplissage moyen, il est aux alentours de 70%. Oui. Est-ce que la période de l'été est une période extrêmement importante où vous, dans tous les cas, de par votre positionnement, finalement, que ce soit mars, novembre ou décembre, c'est bien pareil? Non, c'est pas pareil. C'est une période très importante et c'est une période qui est une période où la clientèle change. Pendant les mois d'hiver, on a une clientèle qui est essentiellement et pas uniquement une clientèle d'affaires. L'été, elle est encore là, mais elle revient. Et cette fois-ci, elle revient avec sa famille pour se déplacer. Donc on parle à d'autres clients, on parle à des clients qui sont aussi plus internationaux. On voit l'été passer dans nos hôtels les grands flux migratoires des venus du nord de l'Europe chercher le soleil au sud, les Néerlandais, descendre et revenir. On voit bien sûr une activité très très soutenue dans nos hôtels du sud de l'Europe. Donc c'est une clientèle différente avec des attentes qui sont un peu différentes. Eh ben on va continuer à découvrir cette chaîne B&B ce soir dans Écosystème sur Europe 1. Notre invité Fabrice Collet. Et bien évidemment, vous pouvez commenter cette émission sur Twitter avec le hashtag E1Eco. A tout de suite sur Europe 1 pour la suite d'Écosystème. Europe 1. On vous retrouve tout de suite Emmanuel Dutheil avec votre invité Fabrice Collet, patron de la chaîne d'hôtels B&B. Alors depuis le début de cet écosystème, on a vu que vous n'aviez pas du tout été pénalisé par les grèves de la SNCF. J'ai presque envie de dire bien au contraire, puisque vous nous disiez que la période était très bonne. Vous nous disiez que les hôtels se remplissent un petit peu plus l'été, en tout cas que la clientèle est un petit peu différente. Vous nous disiez que le concept c'est vraiment basé sur le prix, mais avec les services dont on a tous besoin. Et justement, c'est sur ce point qu'on va un petit peu s'arrêter maintenant, parce que finalement, il y a quand même rien de plus qu'une chaîne d'hôtels économiques qui ressemble à une chaîne d'hôtels économique. Comment on se différencie au-delà du prix? Parce qu'il y a certes le prix, mais il n'y a pas que ça. Comment on se différencie d'un Ibis, d'un Campanile, d'un Kyriade, d'un Première Classe? Enfin, bon, je ne vais pas reciter à chaque fois toutes les marques. Oui, et d'autres, puisqu'on a d'autres compétiteurs qui nous font l'honneur de nous aider à progresser dans d'autres pays. On se différencie en essayant de s'appliquer sur les petits détails qui font la fluidité du parcours du voyageur. Donc la première chose, c'est l'accueil. On essaie chez B&B d'être extrêmement attentif à l'accueil. On le fait d'autant mieux qu'on a la chance d'avoir des hôtels qui sont opérés par des exploitants indépendants qui reçoivent, c'est dans notre nom Bed and Breakfast, on reçoit nos clients chez nous.
et on les accueille comme à la maison et on les accueille de manière personnalisée. Il y a des liens très forts qui se créent entre nos voyageurs et nos hôteliers qui reçoivent l'été des cartes postales de leurs clients pour leur donner des nouvelles pendant la période creuse. Donc tout ça, c'est une première chose. Ensuite, on fait attention à toutes sortes de détails. Pour prendre un seul exemple, moi je descends ce matin d'un avion, j'arrive de São Paulo au Brésil, où on est en train de construire toute une série d'hôtels. On aura bientôt un hôtel avec une vue sur le pain de sucre à Rio. Et puis hier, je visitais un chantier d'hôtel à São Paulo. On a passé une demi-heure avec les équipes à réfléchir à la manière dont fonctionnait l'éclairage dans la chambre, pour être certain que nos clients n'aient pas à vivre ce qu'on vit tous et qui personnellement me rend parfois un peu maussade dans les hôtels. Je me couche, j'essaie d'éteindre la lumière et puis je dois me relever parce qu'il y a une lampe sur une table de bureau qui est restée allumée, que je n'ai jamais allumée pourtant. Ou alors j'arrive pas à trouver l'interrupteur de la lampe de chevet et je dois dévisser l'ampoule à la main. Ça, c'est du vécu et on travaille ces détails-là. Tous ces petits détails de l'expérience du client qui sont fondamentaux. Je crois que vous travaillez, par exemple, vous disiez que l'accueil est important, mais paradoxalement, vous travaillez au fait que on n'est plus de check-in à faire, c'est-à-dire qu'on n'est plus à s'occuper de récupérer notre clé de chambre. On arrive, on aura un code sur notre téléphone portable, on fait le code devant notre porte de chambre et on arrive, on a parlé à personne. C'est, pour ceux que ça intéresse, en tout cas, potentiellement très pratique et ça permet déjà de gagner du temps. Ça, c'est essentiel. Emmanuel, dans le fond, le seul fait que vous connaissiez ce mot anglais de check-in, c'est une aberration. C'est-à-dire que notre industrie est allée imposer à nos clients un processus administratif qui est devenu une étape normale dans l'entrée de l'hôtel et qui est un processus qui accessoirement est totalement barbare puisque généralement dans tous les hôtels de la planète, des plus simples aux plus luxueux, on demande aux clients quand ils arrivent de faire 3 choses. La première, c'est de faire la queue. Tout de suite, c'est une mise en condition assez étonnante. La seconde, c'est de présenter ses papiers, donc un contrôle de police. C'est assez troublant. Puis la troisième chose, c'est de prouver qu'il est solvable en montrant une carte de crédit ou un autre instrument de paiement. C'est à l'antithèse de ce que devrait faire un hôtelier. Et c'est quelque chose qu'on va là, vous tenter d'achever. D'arrêter le Donc qu'est-ce qu'on fait ? On propose de faire ce que fait d'ailleurs parfaitement Airbnb, qui a apporté une révolution en la matière, c'est de dire tout ce travail de transaction, de administratif, il doit être fait sur Internet, sur un téléphone mobile, sur un portable, sur un ordinateur. Et puis quand le client va arriver, il aura 2 choix. Le premier, c'est de monter directement dans sa chambre. Et comme chez B&B, toutes nos serrures de nos 40 000 chambres sont équipées de codes à taper, il aura reçu un message disant « ta chambre, c'est la 23 et le code, c'est le 832 ». Donc il peut, s'il est fatigué, s'il est tard, filer dans sa chambre. Ou le second, c'est de rencontrer l'hôtelier, mais pour discuter. C'est-à-dire pour faire notre vrai métier d'hôtelier. Pour faire cette opération. Comment allez-vous ? Est-ce que vous avez passé une bonne nuit ? Est-ce que vous voulez un verre d'eau ? Est-ce que vous avez besoin d'un conseil ? Bref, notre vrai métier. Ouais. J'ai lu par ailleurs, et vous le disiez tout à l'heure, que vous avez lancé un grand plan de renouvellement, qu'on renouvelle aujourd'hui plus vite les hôtels à cause de la concurrence, peut-être aussi à cause d'Airbnb. Avant, on repeignait, on changeait la moquette tous les 10 ans. Maintenant, c'est plutôt tous les 7 ans. Et là, dans votre plan de réorganisation, vous avez décidé d'enlever une grande partie des moquettes et plus de lits de 140, c'est ça ? Il fallait des lits un peu plus grands ? Oui, alors il se passe plein de choses. Je crois que la première, c'est que les voyageurs, les Français en particulier, mais partout ailleurs en Europe, sont devenus très alertes sur les sujets de design. Pour prendre des exemples, Marie-Claire Maison fêtait ses 50 ans l'année dernière. Il faut aussi penser à tout le travail qui a été fait avec des émissions de télévision connues sur d'autres chaînes pour alerter les Français sur le sujet du design, de ce qu'on appelle le homestaging, etc. La culture du design et la culture de l'esthétique est devenue très forte chez les clients. Et c'est pour ça qu'on doit faire tourner les atmosphères, les ambiances de nos hôtels plus vite pour apporter quelque chose qui soit au goût du jour. Donc ça, c'est un grand sujet et c'est extrêmement important. Donc par exemple, vous allez vers où ? Parce que il y a la demande des gens, comme vous disiez, mais il y a aussi plein de petites chaînes qui se lancent sur des petites niches et qui vous obligent, vous aussi, même si vous êtes un peu plus gros, même si vous devez vous intéresser à un public qui dépense pas obligatoirement d'argent, mais ils veulent un petit peu plus de design, ils veulent un peu plus de choses comme ça, un peu plus neuf, un peu plus moderne. Oui, donc les grandes tendances, c'est de faire rentrer le design dans l'hôtellerie économique. On a été précurseurs en la matière chez B&B, on a été les premiers à faire travailler un designer célèbre, Olivier Saguez, en 2007 dans nos hôtels. Aujourd'hui, c'est devenu une urgence, c'est-à-dire qu'il faut vraiment apporter du design. La deuxième chose, c'est que les gens ont compris au bout d'une vingtaine d'années que l'hôtellerie économique offrait un produit qui était très normé, avec une qualité sans surprise, avec un prix serré. Tout ça, c'est rentré dans
les mœurs. Donc on n'a plus besoin de leur montrer toujours la même chose partout pour les rassurer. Et au contraire, les voyageurs ont besoin d'être étonnés. Donc la grande tendance maintenant, c'est du design qui soit localisé, qui porte les couleurs d'une ville, l'ambiance d'un lieu. On n'a aujourd'hui pas du tout les mêmes designs dans les différents pays dans lesquels on opère. Personnellement, étant un homme du Sud, je suis très proche de ce qu'on fait en Italie et j'ai un peu moins d'appétence pour le design de nos hôtels allemands. Mais nos clients allemands, eux, ils nous disent qu'il est formidable. Donc ils ont raison. Et donc il faut aller vers ce genre de choses. Et vous travaillez à des petites innovations que vous n'avez pas encore révélées ou que vous n'avez pas encore mises en avant dans vos hôtels, ou des choses qui vous font un petit peu rêver? Pour moi, le grand sujet des 10 prochaines années dans l'hôtellerie économique, ça va être la personnalisation du service. Aujourd'hui, quand on regarde la segmentation de l'hôtellerie, plus on monte en gamme, plus on a affaire à des services qui sont pléthoriques. L'exemple le plus caricatural, c'est le buffet de petit déjeuner de l'hôtel de luxe, qui coûte un prix exorbitant en dizaines d'euros, et dans lequel il y a 40 mètres de linéaire de nourriture pour tous les goûts, et dont les 3/4 d'ailleurs finissent dans une poubelle. Chez nous, on a essayé de viser juste en proposant à nos clients une sélection de produits pertinentes, de qualité, du sans gluten, du local, des marques. Et malgré tout, quand on demande à nos clients ce qu'ils en pensent, ils nous disent que tout ça c'est pas mal, mais qu'ils ont une petite insatisfaction qui est qu'ils aimeraient bien avoir la marque de cornflakes qu'ils ont à la maison. Et nécessairement, on ne leur en propose que quelques-unes. Je crois que demain, il va falloir qu'on apprenne davantage de nos clients et qu'on arrive à leur dire: pour toi, ce matin, c'est telle marque ou tel produit. Donc là, c'est pareil, on rentre sur Internet, ce qu'on prend au petit-déj, et vous faites en sorte qu'il y ait la marque X de cornflakes que je prends tous les matins à mon petit déjeuner pour avoir l'impression d'être chez moi, finalement. C'est ça l'idée? Oui, et de répondre vraiment à votre besoin. Un exemple classique de l'hôtellerie économique, il y a toujours des grands débats pour savoir si on doit mettre ou ne pas mettre des sèche-cheveux dans les chambres. Alors, il y a globalement, le monde se segmente en deux. Les hommes aux cheveux courts qui pensent que c'est pas très important, et nos épouses qui ont un point de vue un peu différent et tout aussi légitime. Demain, on doit être capable de se dire, dans la chambre numéro 22, les clients qui vont venir dormir sont des gens qui auront besoin d'un sèche-cheveux et on va leur donner un sèche-cheveux. Donc c'est vraiment des petits détails, et continuer à aller comme ça dans ce dont les gens ont véritablement besoin, plutôt que la multiplication de tous les services. Vous restez avec nous, Fabrice Collet, dans la suite de cet écosystème sur Europe 1. On va parler d'un autre concurrent quand même, Internet. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce qu'ils vont vous manger? Est-ce qu'Airbnb est très méchant? On va voir tout cela dans la suite de cet écosystème. Et évidemment, vos réactions sont les bienvenues sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, avec le hashtag E1Eco. Restez bien avec nous, la suite d'écosystème, c'est dans un instant. Europe 1. Jusqu'à 18h, vous écoutez Écosystème, présenté par Emmanuel Dutheil. C'est la suite. Et on est donc toujours avec Fabrice Collet, le patron des hôtels BNB, 450 hôtels dans le monde, 270 en France, beaucoup d'hôtels en Allemagne. Depuis le début de cet écosystème, on a vu comment ça marchait en ce moment, on a vu comment, même du côté de l'hôtellerie économique, on était en train de se repenser pour coller toujours plus à la personnalisation, aux envies des clients, et comment on fait pour donner envie à tel et tel client de venir plutôt chez nous que chez le voisin. On a peu parlé d'Internet depuis le démarrage de cette émission. L'un de vos grands concurrents, Sébastien Bazin, qui est le patron d'Accor, qui est le leader en France avec sa marque Ibis de tout ce qui peut être l'hôtellerie économique, dit à qui veut l'entendre que Booking et consorts piquent une grosse partie de la marge, que ce sont des gros méchants, que Airbnb respecte pas les règles et que dans tous les cas on n'arrive pas à se battre contre eux. Commençons peut-être avec Booking, qui est le site qui permet de réserver des hôtels parfois à moindre coût. C'est un concurrent, c'est un allié indispensable, vous pouvez pas vous en passer? Booking, il y a deux situations à nos yeux. La première, quand Booking nous apporte dans notre hôtel de l'aéroport de Roissy ou dans l'hôtel de Disneyland des voyageurs venus d'Australie qui n'ont jamais entendu parler de notre marque, Booking nous rend un immense service. Et ce service, on est très heureux de les rémunérer pour ça. Vous les rémunérez combien? C'est des chiffres confidentiels, mais les commissions de Booking, selon la taille des opérateurs hôteliers, se promènent généralement entre 10 et 20% du chiffre d'affaires. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait avec joie. A contrario, le scénario catastrophe, ce serait que demain, nos clients fidèles, ceux qui passent plusieurs dizaines, voire parfois centaines de nuits chez nous tous les ans, se mettent à réserver par l'intermédiaire de Booking. Là, évidemment, on y perdrait beaucoup, nous, et puis nos clients aussi, parce qu'on perdrait une relation directe avec eux qui nous permet de mieux les servir. Vous parlez au conditionnel, c'est-à-dire que pour le moment, vous arrivez à garder ces clients? C'est pas le cas. C'est pas le cas. On explique à nos clients les bénéfices de la loyauté. Est-ce que vous pouvez les assurer qu'ils ne trouveront pas moins cher sur Booking que chez vous?
Parce que c'est ça, vous disiez tout à l'heure, à 1 euro près. Ouais. Faites le test, moi je le fais régulièrement. Vous tapez le nom d'une ville Airbnb sur Google. On va vous proposer l'hôtel. Vous allez voir la liste des prix s'afficher sur les différents sites. Et quand je fais le test, le site hotelbb.com, qui est notre site, est toujours le moins cher. Toujours. Ça vous est jamais arrivé une petite erreur? Ça arrivera un jour, mais il n'y a pas de raison. C'est une politique. On offre le meilleur prix à nos clients directs. Alors ça, moyennant quoi, on arrive à contenir Booking dans des proportions très raisonnables de notre chiffre d'affaires. C'est de l'ordre de 15%. Donc ça, c'est pour Booking. Est-ce qu'Airbnb, on avait eu le patron d'Airbnb sur l'antenne il y a de ça maintenant quelques mois, et la grande annonce était on veut s'attaquer au marché du business, au marché de l'affaire, à ces clients qui viennent chez vous aux 2/3 dans l'année normale. Est-ce que c'est un concurrent aujourd'hui, Airbnb, que vous craignez? J'ai pas encore rencontré d'hôtelier B&B m'expliquant qu'il souffrait de la concurrence d'Airbnb. On a au fait beaucoup de points communs. Le premier, c'est notre... On n'arrête pas d'entendre les hôteliers dire oh là là, quel méchant... Oui, d'autres hôteliers dans d'autres segments. Nous, on est assez proches. Déjà, on a un nom qui est assez proche, on a une vocation qui est assez proche, c'est d'offrir une alternative à l'hôtellerie économique traditionnelle. Et puis... On répond, nous, à un besoin très précis, un court séjour, souvent à destination professionnelle. Je crois pas que nos clients aient envie, quand ils arrivent à l'hôtel chez nous à 11h du soir, de passer une demi-heure à se demander si quelqu'un va leur donner les clés de l'appartement. Je ne crois pas non plus qu'ils vont s'interroger à savoir s'ils auront le Wi-Fi dont ils ont besoin. Mais par exemple, la solution que vous parliez pour vous-même, c'est une serrure à code, de pouvoir entrer directement dans votre chambre d'hôtel. C'est extrêmement simple de le faire chez Airbnb, ils y réfléchissent et du coup on enlève totalement la possibilité et le doute de récupérer ses clés. La barrière technique est très simple à régler. Oui, modulo l'aléa. Qu'est-ce qui se passe quand ça fonctionne pas? Chez nous, il y a quelqu'un qui dort dans l'hôtel, qui est là pour accueillir les clients, pour lui ouvrir la porte, pour l'aider. Donc pour le moment, vous êtes très confiant. Donc aujourd'hui, on n'a pas l'impression du tout que ce soit un sujet. À nos yeux, Airbnb, c'est surtout un moyen de permettre à davantage de gens de voyager qui n'avaient pas accès au marché du voyage auparavant parce qu'il était trop compliqué. Je pense aux familles, je pense aux étudiants. C'est une réponse très appropriée à ces clientèles-là, qu'objectivement, les hôteliers traditionnels ne servaient pas toujours bien. Et il y a de la place pour tout le monde dans ce métier. Finalement, ça a réveillé un petit peu tout le monde et ceux qui ont envie de bien faire font mieux leur métier aujourd'hui, c'est ça que vous dites? Absolument, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Airbnb a été fondamental pour prendre conscience chez les hôteliers de cet anachronisme qu'est le check-in, par exemple. Alors, vous avez aujourd'hui 450 hôtels dans le monde, dont 270 en France. Vous visez 620 hôtels en 2020, principalement hors de France. Vous allez continuer à grossir. Par exemple, l'Europe du Sud, l'Espagne, l'Italie, tout ça, c'est des gros marchés en développement. Oui. Vous parliez du Brésil. Oui, on veut ouvrir au moins un hôtel par semaine, et c'est ce qu'on fait déjà depuis quelques mois. On continue à ouvrir des hôtels en France. Il y a encore en France une centaine de villes. Alors, pour prendre des exemples dans ma région, on pourrait parler d'Albertville, de Sallanches, je viens de Savoie, et qui n'ont pas d'hôtel B&B. Dans la promesse qu'on fait à nos clients, on leur promet de leur offrir un hôtel simple, pratique, efficace, bon marché, mais aussi là où ils en ont besoin. Et donc, on doit être partout. Donc, on va continuer en France. Et puis, effectivement, on se développe, j'ai envie de dire, à marche forcée. En Allemagne, où on a aujourd'hui 110 hôtels, où on en ouvre une quinzaine par an. C'est un marché extraordinaire qui fait la taille de celui de la France et dans lequel un jour on espère avoir 300, peut-être 400 hôtels. Et puis on a lancé un développement en Europe du Sud. On a 30 hôtels en Italie, 30 hôtels en Espagne. On en ouvre dans chaque cas 5 à 6 par an et le plus possible. Nous avons une petite tradition dans Écosystème, c'est d'en savoir un peu plus sur nos invités au travers de questions un peu plus personnelles et c'est tout de suite. Vous avez, je crois, des parents hôteliers, en tout cas c'est ce que j'ai lu, et je crois que vous leur avez dit, je ne deviendrai jamais hôtelier. Non, je leur avais pas dit. Je leur avais pas dit, c'était un secret qu'on se partageait avec ma sœur. Quand on rentrait le soir à la maison c'était un hôtel, et on voyait des gens arriver vers nous, des clients, disant ils sont beaux ces petits enfants, c'est merveilleux, ils seront hôteliers un jour. Et ma sœur et moi, on avait 13 ans, on se disait jamais, jamais. Et puis la vie étant ce qu'elle est. Qu'est-ce qui a fait que, quand on vous a proposé ce poste chez B&B, vous vous êtes dit non, c'est pas possible, je m'étais dit jamais, jamais. Alors, j'avais changé d'avis déjà. Vous aviez changé d'avis? J'avais déjà pris du recul, je m'étais rappelé que c'était un métier formidable et je suis très très heureux d'être devenu hôtelier. Quand vous partez en vacances en famille, l'hôtel c'est toujours B&B? Non, mais c'est souvent B&B. Et quand c'est pas B&B, c'est parce qu'il y en a pas dans la zone où vous allez, ou vous en profitez pour aller regarder ce qui se passe du côté des petits concurrents?
Alors, c'est parfois des endroits où il n'y en a pas. Donc, dans ce cas-là, on va voir les concurrents. Mais en revanche, ce qui marque la vie familiale, c'est les arrêts sur les chemins des vacances. Mes enfants ont pris l'habitude d'attendre dans la voiture ou de m'accompagner parfois pour aller visiter des hôtels B&B ou des hôtels de concurrents sur la route des vacances. On s'arrête, on regarde, on essaye de comprendre ce que d'autres font pour s'enrichir. Et ça, c'est devenu un moment important de la vie familiale. Justement, quelle idée comme ça avec vos enfants vous avez piqué à un concept en disant bon, ils font ça très bien, on doit être capable de le faire pour que ça nous coûte pas trop cher et ça plaira à nos clients? Hier, je visitais des hôtels au Brésil. Alors, j'étais pas avec mes enfants. J'ai trouvé que dans les hôtels que j'ai vus, il y avait des idées très intéressantes autour de la réception. Il y avait des beaux canapés posés dans l'entrée. Il y avait une ambiance musicale et il y avait une bande d'étudiants, de collégiens qui se préparaient visiblement à une fête de fin d'année, qui étaient rassemblés pour discuter. Ça donnait de la vie à l'hôtel et tout ça en mettant quelques canapés, un peu de musique. Donc, ça fait partie des choses qui sont à prendre. C'est-à-dire que par exemple que tous ces espaces, comment on dit, de partager, soient un peu plus des moments de vie ou si j'ai envie de travailler avec mon ordinateur, c'est essentiel. C'est essentiel. Là, il y a eu une révolution. L'hôtellerie économique, à un moment, c'était quelque chose de très clinique. On répondait à des besoins physiologiques de nos clients. La réception, c'était un comptoir. Et puis, il y avait une salle de petit déjeuner qui était ouverte uniquement aux heures de petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est des endroits de vie dans lesquels on peut travailler, boire un verre à toutes les heures de la journée, avec des tables d'hôtes, des canapés. C'est quelque chose d'essentiel. Et autre tradition dans cet écosystème, c'est notre invité qui choisit la musique, Fabrice Collet. Si je vous propose Chris Isaak, Blue Hotel, la nouveauté de Calogero 1987, extrait de son dernier album, ou encore Michael Jackson, Rock With You, vous choisissez quoi? Michael. Pourquoi? Vous êtes fan? Oui, depuis toujours. Depuis toujours. Eh ben, on va vous faire plaisir. Alors, Michael Jackson, Rock With You, tout de suite sur Europe 1 dans Écosystème. Michael Jackson, c'est le titre choisi par notre invité Fabrice Collet sur Europe 1. Europe 1. On est toujours avec Fabrice Collet, patron de la chaîne d'hôtels B&B, et on accueille maintenant dans Écosystème Hugo Mercier. Il est à la tête de Rythme, une start-up qui entend résoudre les problèmes de sommeil. Bonsoir Hugo Mercier. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Quand j'ai fait quelques recherches sur vous, je suis tombé sur plein de classements. Les Français qui comptent, les entrepreneurs à suivre, les jeunes de moins de 35 ans, ceux qui vont marquer 2018. Vous étiez à chaque fois extrêmement bien classé, pour ne pas dire à chaque fois le premier. C'est-à-dire les espoirs qui entourent ce que vous êtes en train de faire, et notamment Dream, qui est le bandeau connecté qui aide à mieux dormir. Avant justement d'en venir, quand on est comme ça, mis au nu, quand on est comme ça premier de tous ces classements, on se dit quoi? J'ai une sacrée responsabilité ou j'ai déjà réussi? Non, on se dit absolument pas j'ai déjà réussi du tout. Faut rester hyper humble et il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est très flatteur, mais en réalité, je pense qu'on n'écoute pas trop. C'est, je pense, assez valorisant, surtout pour l'équipe, parce qu'il faut pas oublier que derrière, il y a 70 personnes qui m'ont aidé à faire ce qu'on a accompli jusque-là. Donc ça permet de motiver et puis de donner de l'énergie, mais clairement, il reste beaucoup de choses à faire. C'est un problème qui est assez complexe. Alors, c'est un problème effectivement qui est complexe. Donc, ce que vous avez inventé, c'est un bandeau connecté qui aide à mieux dormir. Dit comme ça, on pourrait se dire c'est un gadget, et non, puisque vous avez mené des dizaines et des dizaines de recherches. Il y a une vingtaine de brevets qui entourent aujourd'hui. Pour que nos auditeurs comprennent bien, ça fonctionne comment? Alors oui, c'est un bandeau qu'on met sur la tête le soir en allant se coucher. Il est muni d'un certain nombre de capteurs pour mesurer notamment l'activité cérébrale, l'EEG, le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, les mouvements pendant la nuit. Et donc le bandeau va faire un certain nombre de fonctionnalités. Il y a des programmes audio en début de nuit qui sont basés sur des concepts qu'on appelle de neurofeedback ou de biofeedback pour favoriser l'endormissement, donc aider les gens à s'endormir plus rapidement. Et pendant la nuit, on a un concept qui est en fait à l'origine du projet, qui était la découverte initiale en laboratoire. On s'est aperçu qu'en envoyant des stimulations sonores à des moments spécifiques de l'activité cérébrale pendant la nuit, on était capable d'augmenter très significativement la qualité du sommeil profond, qui est la phase de sommeil pendant laquelle on récupère. Et puis après, on a un réveil en fin de nuit, un accompagnement pendant la journée. Et donc fondamentalement, ce qui va différencier de ce qui existe, c'est que c'est un procédé actif dans l'amélioration, mais qui est non invasif. Quand on a créé la société, c'est exactement ce qu'on voyait. On a fait cette découverte en laboratoire en utilisant des équipements de 15-30 000 euros, donc c'était pas du tout un produit grand public. Mais quand on a regardé la problématique de sommeil, on a vu fondamentalement que ça touchait plus d'un tiers de la population mondiale, et qu'en face de ça, les solutions, c'était soit les somnifères, dont on connaît les conséquences sur la santé, soit les appareils technologiques grand public qui mesurent le sommeil, mais qui sont pas du tout précis et qui d'ailleurs n'améliorent pas en fait la qualité de sommeil. Donc, vous avez moins de 30 ans. Comment vous vous êtes dit un jour, tiens, je veux travailler là-dessus? Vous étiez deux avec un comparse des écoles que vous avez pu faire. Comment vous vous êtes dit, tiens, c'est là-dessus qu'on veut travailler?
Alors on s'est pas dit, pour pas mentir, moi je vais pas mentir, on s'est pas levé en se disant qu'on allait faire ça. Non, en fait, l'angle d'approche, ça a été les neurosciences. J'ai toujours été passionné quand j'étais petit par les neurosciences. Mon oncle est neuroscientifique. Et je trouve que le cerveau humain, c'est probablement l'un des plus grands mystères qui reste encore aujourd'hui. On ne comprend pas comment le cerveau humain fonctionne. On ne sait pas pourquoi ou d'où vient notre conscience. Et donc, c'est un peu par hasard que j'ai rencontré une équipe de neuroscientifiques et qu'on s'est mis à travailler sur la problématique du sommeil qui, au départ, moi, personnellement, me touchait pas spécialement. Mais c'est en rencontrant les centaines et les milliers... Vous n'avez pas de problème de sommeil. Non. On doit vous poser la question des milliers de fois. Mais... J'ai pas de problème de sommeil, je dors très bien. Mais en rencontrant les milliers de personnes, des utilisateurs qu'on aide, là, on voit à quel point mal dormir pendant 5, 10, 15 ans est un véritable problème qui détruit la vie. Oui, parce qu'au-delà de la fatigue, bien évidemment, que ça génère, toutes les études que vous avez pu montrer, je suis allé en chercher d'autres pour préparer cette émission, on voit que mal dormir, ça accroît le risque d'obésité, ça accroît les problèmes de diabète et de ce genre de choses. Donc, on n'est pas du tout dans le confort avec Dream. C'est certes mieux aider les gens à dormir, mais dans un objectif quasi médical à la fin. Oui, alors, il y a une séparation généralement entre les produits médicaux et les produits grand public. Grosso modo, les produits grand public, c'est les produits un peu sexy, mais gadgets. Les produits médicaux, c'est les produits atroces, mais qu'on est obligé d'utiliser une fois de temps en temps. Et donc, nous, on a plutôt un positionnement hybride où on se dit qu'il faut que la précision et la validation de ce qu'on fait soit celle d'un produit médical, mais avec une stratégie grand public que l'utilisateur ait envie de s'en servir au quotidien. Effectivement, le mauvais sommeil sur plusieurs années accroît très fortement les risques de développer des maladies cardiovasculaires, neurodégénératives ou les problématiques mentales. Il y a une corrélation énorme entre dépression et mauvais sommeil. Et on voit que si on aide les gens à mieux dormir, on baisse énormément le statut dépressif de la personne. Vous compariez ça tout à l'heure au somnifère en disant que c'était l'autre mauvaise solution qui existe si on n'a pas le bandeau connecté. Un somnifère, une fois qu'on tombe dedans, on le prend tous les jours. Là, le bandeau, c'est pas quelque chose de correctif. On est aussi obligé de l'avoir tout le temps. Alors, ça dépend en fait des usages parce qu'encore une fois, quand on rentre dans le détail des problématiques de sommeil, on va découper en plusieurs cas. Effectivement, il y a des gens qui vont avoir un bon sommeil, mais qui ont un sommeil un peu court. Donc, on va utiliser plutôt les fonctionnalités de stimulation. Pour ces gens-là, en fait, ils vont avoir l'effet s'ils le portent. Après, pour les gens qui ont plus des problématiques d'endormissement ou de réveil pendant la nuit, on va leur faire des programmes. Parce que on va pas changer du jour au lendemain une personne qui dort mal depuis 15 ans. Il y a des processus physiologiques. Voilà, c'est quelques semaines. Mais du coup, une fois qu'on a passé ces plusieurs semaines-là et que les gens redorment normalement, ils ont besoin de moins s'engager avec le produit. La manière dont on le voit, c'est que finalement, s'ils dorment mieux, qu'ils réutilisent notre produit le jour, voilà, c'est ça, et qu'ils le réutilisent le jour où ça va moins bien et qu'on les reguide dans un autre programme où c'est un peu l'idée qu'on a. On pense que ça peut être un compagnon à vie, mais sans pour autant devoir s'en servir toutes les nuits. Et l'idée, c'est vraiment quand on se couche de mettre ce bandeau qui est pour vraiment moche, comme un espèce de bandeau de sport. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être très très moche. Bon, c'était très moche au départ. C'est pas bien grave, mais c'est quoi? On pourrait dire un espèce de bandeau de sport avec en revanche des petits passages là au-dessus de la tête, et on le met avant d'aller se coucher, ou il faut le mettre un petit peu avant d'aller se coucher? Ça dépend parce qu'il y a des exercices de relaxation. Donc pour baisser le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, donc on peut utiliser un peu en amont, pas juste au moment de l'endormissement, mais ça va dépendre un peu de l'usage. Effectivement, merci de dire qu'il est beau. On a pas mal travaillé. Non, j'ai dit qu'il était pas moche. Il était pas moche, pardon. C'est vrai. J'essaie de contourner un peu ça, mais non, mais effectivement, on est parti de l'appareil de labo, quoi. Donc on a fait des efforts de miniaturisation et puis on a encore beaucoup de choses à faire. Le but, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit complètement transparent. Donc on est en train d'envisager des technologies encore nouvelles, de patch, d'électronique flexible, ce genre de choses, pour essayer de faire disparaître la technologie et que ce soit transparent. Vous êtes tout jeune encore, au-delà de votre âge, mais votre société aussi, elle a 4 ans aujourd'hui. Malgré tout, le chemin qui a été parcouru en seulement 4 ans est assez impressionnant. Écoutez, merci. On est allé assez vite. On a eu la chance d'avoir des bons investisseurs qui nous ont suivis. On a levé à peu près 55 millions d'euros sur les 4 dernières années, donc ça a pu nous permettre de recruter des gens absolument formidables dans toutes les disciplines d'ingénierie et scientifiques. Donc on a pu effectivement développer ces 2 produits, parce qu'il y avait la version bêta avant, l'industrialisé, commercialisé. On est toujours sur l'étape d'après, donc j'ai envie de dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Là, je suis sûr que nos auditeurs sont en train de se dire, ils sont bien gentils, mais ça coûte combien? Et pour le savoir, vous restez avec nous. C'est dans la suite d'Écosystème sur Europe 1. Et évidemment, si vous voulez poser la question sur les réseaux sociaux, c'est possible sur Twitter avec le hashtag E1Eco. On continue à parler des problèmes de sommeil et de leurs solutions avec Emmanuel Dutheil et son invité Hugo Mercier dans la suite d'Écosystème. Europe 1. Dernière partie d'Écosystème avec vous, Emmanuel Dutheil, et votre invité Hugo Mercier. Alors juste avant de s'interrompre, on a parlé de comment fonctionne Dream, qui est donc ce bandeau connecté qui permet aux gens de mieux dormir. Et juste avant de s'interrompre, je disais combien ça coûte. Ça coûte quand même un peu cher. C'est pas pour Monsieur Tout le Monde, ça coûte un poil moins que 500 euros. Exactement. Ça coûte 499 euros. C'est effectivement cher et c'est un sujet qui est assez important pour moi. Après, il faut voir que les technologies qu'on développe, c'est ce qu'on appelle à l'état de l'art. Donc, c'est-à-dire que
Chaque année, c'est comme un smartphone. Un smartphone, ça coûte toujours entre 500 et 1000 euros. Ça a même tendance à augmenter. Là. Plus on en fabrique, plus ça coûte cher. Donc. Et puis ça augmente. Donc on voit en fait qu'à un moment, on a une problématique de coût de fabrication. En revanche, je pense que le sommeil, c'est une problématique qui est assez globale et on essaie de constituer un écosystème. En fait, si on regarde le coût du mauvais sommeil, puisqu'il faut encore on est une entreprise raisonnée quand même en termes de coût, ça coûte pas forcément que aux gens, mais ça coûte aux entreprises et aux mutuelles. L'année dernière, en Europe, on a perdu 300 milliards d'euros en termes de coûts de mauvais sommeil, parce que il y a de l'absentéisme, perte de productivité, coûts de santé direct ou indirect. Aux US, c'était 411 milliards, donc 2,8% du PIB. Donc l'idée, c'est de se dire, pourquoi finalement ne pas essayer de faire contribuer ces mutuelles et ces entreprises? Donc là, c'est quelque chose qu'on est en train d'adresser. On aimerait annoncer des pilotes assez bientôt pour avoir justement un discount. Vous avez des pistes, justement, avec des gros assureurs aujourd'hui en France pour dire, si vous prenez Dream, on vous fait un peu baisser votre coût de l'assurance? Complètement. Donc ça les intéresse. Alors, en France, en Europe et aux États-Unis. Et ça les intéresse tout simplement. Il y a un calcul du coût de l'insomnie. On sait qu'un insomniaque va coûter entre 2 et 4 000 euros par an. Ce qui est énorme. Donc fondamentalement, si on arrive à résoudre une problématique de sommeil, on peut dire on fait gagner de l'argent, contribuer à l'achat du produit, ce qui fait que pour l'utilisateur final, ce sera moins cher. Donc on essaie vraiment de faire ça. Vous pensez réussir à annoncer ça d'ici combien de temps? Alors les dates, j'ai évité de les annoncer pour pas me faire taper sur les doigts par mes actionnaires plus tard, mais on aimerait d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, annoncer un premier partenariat comme ça. Donc c'est déjà bien avancé. Aujourd'hui, vous proposez, je suis allé faire mine de l'acheter sur votre site pour regarder comment ça marche, vous proposez un remboursement sous 30 jours si on n'est pas satisfait. Il y a combien de taux de retour? On a 60 nuits aussi, c'est-à-dire qu'on compte, donc il y a les jours, mais il y a les nuits passées avec le bandeau pour pas que les gens qui s'en servent pas trop au début soient biaisés. Donc finalement, on arrive à se faire une idée. Alors taux de retour, on communique pas. Ce qu'il faut dire, c'est que le taux de retour est pas à zéro. Il est pas énorme non plus. On a un peu de retour. Pas énorme, c'est quoi? C'est-à-dire moins de 10%? Un peu plus? On communique pas dessus. Désolé. Mais fondamentalement, ce qu'il faut voir, c'est les cas où le bandeau est retourné. C'est souvent quand il y a eu un mauvais alignement entre ce que les gens espéraient et ont vécu. Donc les gens, parfois, pensent que c'est une solution miracle ou magique, un peu comme un somnifère, on le prend, on va s'endormir, alors que c'est quelque chose qui est vraiment adaptatif et sur plusieurs semaines. Donc voilà, donc généralement c'est ça, donc on va essayer d'améliorer un peu la manière dont on communique dessus, mais on est sinon sur la population qui utilise le bandeau, sur les taux de satisfaction qui sont vraiment très élevés au-dessus de ce qu'on imaginait. Pour être très clair, un insomniaque, ça va pas lui redonner le sommeil en 2 temps 3 mouvements et ça lui redonnera peut-être jamais le sommeil. Alors, pour les gens qui ont des problématiques de temps d'endormissement et de réveil la nuit, on est capable de les accompagner de manière assez sûre. Après, il y a des cas spécifiques, comme par exemple une pathologie hors sommeil, assez grave, qui a un impact sur le sommeil. Ou par exemple des insomniaques, ou des gens qui dorment trop peu, des courts dormeurs. Donc c'est des populations plus difficiles. Mais si on prend sur les 35%, on doit bien avoir 20-25% qu'on aide de manière très significative, et les autres qu'on va accompagner, mais de manière un peu plus spécifique, quoi. Fabrice Collet, vous avez des problèmes de sommeil? Non, mais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous vous imaginez, si un jour le sommeil devait vous manquer, de passer à des solutions techniques? Absolument. Enfin, je crois que c'est un sujet essentiel et que toutes les bonnes idées sont à prendre ici. Mais justement, est-ce que c'est pas le principal problème? C'est-à-dire de se dire, vous parliez tout à l'heure des somnifères, on sait que le passage est souvent compliqué parce qu'on sait qu'on revient pas en inverse. Et là aussi, il faut quand même identifier son mal pour se dire, allez, il faut que je prenne un truc technologique qui diffuse des ondes. Ça peut faire peur aussi. Il y a ce problème d'acceptation du produit. Évidemment. De toute façon, dans toute nouvelle technologie, nouvel usage, il y a un temps d'adaptation, puis il y a des populations qui sont plus aptes à essayer les nouvelles choses que d'autres en premier lieu, puis finalement, quand le mot passe, on a une population plus large. Nous, ce qu'il faut voir, c'est que fondamentalement, c'est un produit qui est pas invasif. C'est des sons qu'on utilise, c'est pas des stimulations électriques, c'est pas des stimulations magnétiques, c'est pas un actif chimique qui va avoir un impact sur les neurones ou autre. Donc on est sur quelque chose de non invasif. Donc les gens sont quand même assez rassurés par ça. Alors évidemment, on a pas mal de documentation sur la sécurité du produit, et je pense qu'il faut pas voir ça comme quelque chose qui va transformer, mais qui va accompagner et qui est là en support. Il y a eu une désynchronisation entre nos corps biologiques et l'environnement. L'environnement bouge énormément en termes de communication, transport, technologie. Le corps biologique est très lent à évoluer. Et le sommeil, c'est l'un des premiers trucs à payer un peu ça, quoi. Et donc, on se dit que la technologie, au lieu de créer un décalage, peut aussi réduire ce décalage-là. Donc c'est plus comme ça qu'on le voit. Aujourd'hui, c'est pour le grand public, mais vous voulez, je crois, vraiment réussir à le développer beaucoup plus entre le bien de grande consommation et finalement le dispositif médical. Et vous parliez tout à l'heure que vous avez levé beaucoup d'argent auprès de gens extrêmement connus, notamment l'un des géants de la pharmacie qui s'appelle Johnson & Johnson, qui est un Américain et qui vient d'entrer à votre capital, en tout cas qui vient de prendre une part significative de l'entreprise. Mais vous avez aussi Xavier Niel et vous avez aussi Laurent Alexandre, qui est un des grands, qui travaille notamment sur l'intelligence artificielle et qui avait fondé Doctissimo. Vous avez tous ces gens à votre capital. Est-ce que justement tout ça doit vous permettre encore de grossir et d'aller vers un dispositif plus médical? Ouais, alors
encore une fois, tout l'enjeu, c'est un enjeu réglementaire. On pense qu'avec la technologie qu'on a, on serait capable de faire beaucoup de choses. Et effectivement, il y a souvent une séparation entre le dispositif médical et le dispositif grand public. En Europe, malheureusement, on est un peu en retard sur ces problématiques-là. Les États-Unis bougent très vite avec ce qu'on appelle la FDA, la Food and Drug Administration. C'est l'administration qui donne les autorisations de médicaments et ce genre de choses. C'est ça. Donc eux, ils sont déjà assez en avance sur ces réflexions-là. Ils se disent, mais en fait, grâce aux avancées technologiques, on est capable d'apporter des produits qui sont utilisés par le grand public au quotidien, qui peuvent avoir des vocations, des visées médicales. Donc on discute avec eux, puisque si on veut être dispositif médical traditionnellement, on est extrêmement contraint sur tout un tas de choses. Aux États-Unis, ils comprennent qu'il faut séparer ce qui est du bien-être et ce qui est du plus médical. Et donc dans notre cas, on imagine, encore une fois, dans 3-4 ans, que Dream, c'est une porte d'entrée. On se sent mal, on est fatigué, on achète Dream. Et grâce à la mesure, on va être capable d'identifier la cause du problème. Donc il faudrait pouvoir dire qu'on est capable, faut qu'on soit capable de dire, par exemple, vous avez de l'apnée du sommeil. Si on le voit. Ou alors vous avez une autre pathologie ou un prémisse d'Alzheimer, c'est ça qui cause votre mauvais sommeil. Ou alors c'est de la dépression. Et puis après, peut-être pouvoir faire des traitements. Donc, parce que vous travaillez aussi beaucoup sur l'analyse de la donnée, alors là de façon anonymisée, mais par exemple si j'avais Dream à la maison, si Carole avait un Dream à la maison, vous recevrez nos données une fois la nuit passée de façon anonyme, et vous voyez comme ça véritablement comment les gens dorment, en tout cas comment ceux qui utilisent votre produit dorment, et ça permet de réfléchir à tout ce genre de projet dans l'avenir. Ouais, exactement, on a une quinzaine de laboratoires qui collaborent avec nous, dont Stanford, le centre de sommeil de Stanford, avec qui on travaille. Et justement, l'un des grands projets qu'on a, c'est de se dire, en fait, le sommeil, c'est génial, puisqu'on a une opportunité incroyable. On a accès entre 7 et 9 heures d'enregistrement physiologique très proche de ce qu'on peut avoir dans un laboratoire, par jour, par personne. Parce qu'un tiers de notre vie, c'est du sommeil. Exactement. Par jour, par personne. Et c'est pas... Donc, on n'a aucun autre produit ou chose qu'on peut porter qui serait capable de générer ça. Et donc, on se dit, on a une responsabilité là, c'est de se dire, en fait, essayons de faire un peu une carte de la santé, de voir si on peut détecter des biomarqueurs. Donc, c'est effectivement un projet de recherche qu'on a là-dessus. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite pour les années à venir. Un grand merci d'être passé par le studio d'Écosystème ce soir sur Europe 1, Hugo Mercier. Je rappelle donc que vous êtes à la tête de Rythme, c'est la société qui développe ce bandeau Dream. Merci beaucoup également à Fabrice Collet, le patron de la chaîne d'hôtel B&B. La semaine prochaine, tout autre sujet puisqu'on parlera meubles. On sera avec le patron de Roche-Beaubois qui va tenter l'aventure de la bourse. D'ici là, très bonne fin de week-end à vous tous. Merci à tous ceux qui aident chaque semaine à préparer cette émission. Et merci à vous, Carole. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Dutheil. À dimanche prochain, 17h pour le numéro 104 d'Écosystème. C'était Emmanuel Dutheil. Écosystème, c'était Emmanuel Dutheil. Écosystème, c'était Emmanuel Dutheil. Écosystème, c'était Emmanuel Dutheil. Écosystème, c'était Emmanuel Dutheil. Écosystème.